Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wiesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi, il y a Gérard Ampo. Bonjour Falco. Le responsable des programmes à l'école de la Bourse. Et à ma droite, il y a le président de la FED, c'est Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Et un peu plus tard dans l'émission, on aura une invitée spéciale aujourd'hui, mais je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, on va commencer avec, comme d'habitude, le bilan de la semaine. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il y a dans ce bilan de la semaine? Eh bien, dans le bilan de la semaine, en attendant l'invité mystère de l'émission, nous découvrons les résultats des Pays-Bas. Les élections ont été une sorte de divine surprise pour les marchés financiers. Le risque d'extrémisme et en tous les cas le vote anti-zone euro a été contenu dans un certain nombre de limites, alors que le parti libéral hollandais pourrait être parti pro-européen, le cœur de la future alliance qui gouvernera bien sûr les Pays-Bas. Rappelons qu'il y a 28 partis politiques qui se présentaient à cette élection et donc l'offre politique était extrêmement riche. En attendant, bien sûr, les épisodes français et allemands, en attendant l'épisode français qui eu égard aux résultats un petit peu en demi-teinte du parti extrémiste hollandais, les marchés ont revu un peu à la baisse leur peur vis-à-vis d'un éventuel succès extrémiste en France. Et donc, on le voit très bien au niveau des marchés financiers, les flux peuvent revenir un petit peu sur les marchés actions, alors que généralement ils se détournent des marchés actions, tout comme les spreads se tendent dès lors que le risque politique est très fort. Et puis, on a terminé, bien sûr, cette semaine riche en événements ou en annonces géopolitiques, par l'annonce de la date du Brexit qui sera réellement déclenchée fin mars. Merci beaucoup Gérard. Comme d'habitude, on va regarder le CAC 40 avec Laurent. Alors oui Falco, le CAC 40 donc qui continue sa course à la hausse. Alors il faut quand même signaler que le rythme de cette hausse est lent. Vous le voyez à l'écran, j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez apprécier le mouvement actuel et la forme des bougies. Vous voyez, on avait cette consolidation dont le marché donc, est sorti avec cette bougie qui était donc suite aux propos de Donald Trump devant le Congrès américain. Puis on a ensuite un petit peu hésité, on est reparti à la hausse, on est allé tester les 5000 points et puis on a rebaissé derrière et puis on est repassé au-dessus des 5000 points et puis vous voyez pour le moment on n'accélère pas trop. Donc le premier élément, c'est une tendance de court terme qui est haussière sur le CAC 40. Deuxième élément, il faut noter donc le peu de vitesse que nous constatons actuellement. Ceci dit, on reste malgré tout dans un momentum, même s'il est faible, qui est haussier et par conséquent, on reste dans ce mouvement donc à l'achat. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine, j'ai choisi, comme toutes les autres semaines d'ailleurs, un produit qui accompagne cette appréciation des cours sur le CAC 40 avec un turbo call de code SO49B et une barrière désactivante. Je vais rezoomer si on peut revoir le chart. Vous voyez sous ce niveau ici à 4847 parce que pour le coup, encore une fois, tant que cette tendance reste de mise, il ne faut pas retourner sous la zone de support, raison pour laquelle on a choisi une zone, un prix d'invalidation qui est éloigné. Voilà Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc tu avais parlé du turbo call sur le CAC 40 SO49B. Mais avant que je vous présente cette turbo, je voulais juste rappeler que comme les produits présentent un risque de perte de capital en cours de vie à l'échéance, je vous invite d'aller sur notre site internet produitsdebourse.bppareil.fr pour vous former à l'aide de vidéos et de brochures qu'on a sur notre site. Donc voilà. On retourne vers le produit. Donc c'est un turbo call SO49B sur le CAC 40 qui est actuellement un levier de 34,70 qui a un prix d'exercice et aussi une barrière désactivante de 4900 à une échéance du 15 septembre 2017. Et voilà, son prix de vente ce matin, c'était à 1 € pour tout ça, pour un prix de CAC 40 de 5027,63. Bon, avec ce produit, on continue le bilan de la semaine avec Gérard.
On reste dans la politique, mais là on passe à la politique monétaire. Et donc l'annonce attendue de la Fédérale Réserve au marché, celle d'une nouvelle hausse des taux, a été réalisée. Elle a été faite de manière suffisamment souple pour que le marché obligataire ne surréagisse pas. On a là en tête forcément le souvenir douloureux du krach de 1994. Donc la Fed a pris beaucoup de précautions. On devrait à nouveau entendre les membres du Federal Open Market Committee nous dire cette semaine, dans les semaines qui suivent, qu'il y aura d'autres hausses de taux qui auront beaucoup à voir avec un niveau d'inflation revenu à son niveau tout à fait normal et pas grand-chose à voir avec des attentes sur un niveau de croissance économique qui serait largement supérieur à la croissance économique potentielle. Donc comme on ne sait pas ce que vont donner les mesures prises par la nouvelle administration Trump, la Fed reste assez classiquement en train de surveiller à l'horizon l'évolution de l'inflation et donc c'est ce qui lui permet de justifier en partie la hausse des taux et de futures hausses de taux qui seront faites en temps voulu, sans précipitation. Et bien sûr, l'or en profite parce que dès qu'on évoque à nouveau un peu l'inflation, dès qu'on a ce genre d'éléments en ligne de mire, l'or recommence à gigoter. Excellent, merci beaucoup Gérard. Je crois, Laurent, on avait déjà regardé l'or la semaine dernière, non? Dans le webinaire ou pas? Dans le webinaire et puis Ouais. surtout dans l'émission Ouais. 100% marché de la Ouais. semaine dernière, nous avions fait une recommandation d'achat sur l'or. Et d'ailleurs, tout de suite après cette recommandation, eh bien, l'or est monté. Et par conséquent, on va voir le chart ensemble maintenant. On est toujours sur la même lecture, c'est-à-dire des cours de l'or qui devraient continuer de s'apprécier, même si, je vous le précise d'ores et déjà, ma conviction n'est pas énorme sur le potentiel de court terme sur l'or, parce que quand on regarde la structure actuellement en cours, on voit que on avait ce niveau, je vais zoomer un petit peu, on avait cette, je vais bien zoomer pour que vous puissiez parfaitement voir, il y avait cette dynamique extrêmement vive sur les cours de l'or, avec ce niveau de polarité à 1220 $ l'once qui avait été trouvé, c'était un sommet, c'est devenu un support, et pour qu'on conserve cet aspect dynamique de hausse, il aurait fallu qu'il y ait une réaction, c'est-à-dire des acheteurs en embuscade sur ce niveau à 1220 $ pour relancer la tendance. Ça n'a pas été le cas, on a baissé plus et donc vous le voyez, on est potentiellement sur une reprise mais avec une tendance qui s'est un petit peu affaiblie. Alors ce qu'on peut dire malgré tout, c'est qu'il y avait un niveau avec cette ligne de tendance baissière qui passait à côté des 1200 $ qui a donc été un support et ça a été l'un des facteurs de relance. On peut maintenant envisager la continuation de cette hausse vers le précédent sommet à 1260, mais en tout cas pour le moment, en ce qui me concerne, guère plus. Si effectivement on a des opérateurs qui autour de ce niveau continue de payer l'once d'or, alors on aura un dépassement et on pourra viser plus haut. Mais pour le moment, j'ai choisi un produit avec un prix d'exercice justement autour, même un petit peu en dessous de cette résistance, parce que le potentiel me semble, en tout cas pour le moment, encore mesuré. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a choisi donc un varant call sur le gold de code SH41B avec un produit d'exercice justement sous cette résistance à 1250 $. Merci beaucoup Laurent. Donc voilà, c'est un varant call sur l'or avec le code SH41B qui a actuellement un levier de 10,32 qui a une échéance du 15 septembre 2017 aussi. Prix d'exercice, comme tu disais Laurent, 1250. Voilà, un varant call qui a actuellement un prix de vente de 53 centimes pour un prix d'or de 1231,05 US $. Voilà, avec cette varant call, Gérard, le bilan de la semaine, la suite. Alors la suite, c'est tout simplement rappeler que, somme toute, les chiens aboient, mais la caravane passe, c'est-à-dire que les élections politiques nous donnent leurs résultats, égrènent leurs résultats, elles seront encore nombreuses au fur et à mesure de cette année, et
pendant ce temps-là, la croissance économique est toujours au rendez-vous. Elle est relativement solide. Elle est alimentée aux États-Unis et elle dure depuis près de 8 ans. Elle est alimentée par la confiance des ménages, par la consommation des ménages, par l'investissement, peut-être demain par l'investissement de l'État fédéral américain, tout comme les États européens pourraient envisager aussi de contribuer à la croissance économique, au soutien à la croissance économique en zone euro par une politique de grands travaux. C'est en tous les cas ce qui est envisagé, ce qui est déjà en grande partie mis en place. Les pays émergents, eux aussi, vont contribuer à cette croissance économique mondiale, tout particulièrement en Chine et en Inde. Et donc on peut dire qu'une croissance économique mondiale de plus de 3%, comme l'année dernière, en 2017 comme en 2016, eh bien ça pourrait justifier des hausses de marchés financiers, parce que plus d'activité économique, c'est plus de business, c'est plus de bénéfices par action. Et cela soutient toute une série de marchés financiers, y compris ceux qui sont peut-être un peu en retard. Peut-être qu'on pourrait évoquer les marchés européens. Merci beaucoup Gérard. Et dans ce contexte, on va regarder le DAX avec Laurent. Effectivement, Falco. Alors, on va regarder ensemble pour la première fois aujourd'hui le DAX, qui est dans une tendance haussière comme le CAC 40. D'ailleurs, on peut déjà commencer à dire que l'analyse technique du DAX est très similaire à celle du CAC. Alors, malgré tout, on voit là aussi, en zoomant un petit peu, on remarque cette lenteur sur le DAX. Il faut peut-être mettre ça sur le compte de la réunion ratée entre Angela Merkel et Donald Trump. Peut-être également aussi sur le fait que les Américains ont récemment réitéré, ou en tout cas plutôt annoncé leur désir d'avoir une politique beaucoup plus protectionniste. Ça a été fait lors du sommet du G20 de manière très claire. Et donc un DAX qui est fortement impacté par les valeurs qui sont exportatrices et qui pourrait donc pâtir de cet nouvel ordre mondial décrété par les Américains. Voilà, alors ce sont des raisons un petit peu fondamentales et non techniques, mais on essaie de trouver donc des explications à ce DAX qui, vous le voyez, progresse, mais encore une fois de manière très lente. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est cette zone de support à 11 922, où vous voyez, les cours se sont attardés pendant un certain temps avant de redécoller. Cette zone de support, elle s'est faite au-dessus de ce gap haussier. Autrement dit, pour conserver une dynamique qui soit haussière, même ralentie, il ne faut pas que les cours retournent sous ce niveau, d'une part, à 11 922, et également sous cette zone de gap haussier, autrement dit avoir des prix qui restent au-dessus de 11 900 points. C'est une zone importante et par conséquent la barrière désactivante du produit que nous avons choisi est au-dessous de ce niveau. Alors concrètement, le produit retenu cette semaine pour accompagner la tendance haussière sur le DAX, c'est un turbo call de code SQ95B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est sur le DAX un turbo call avec le code Nemo SQ95B qui est actuellement en levier de 41,29 à une échéance du 16 juin 2017 et son prix d'exercice est aussi la barrière désactivante est à 11 800 points et son prix de vente actuellement de 2,90 €, prix de DAX de 12 057,50. Et on passe à notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Bon, Gérard, quels sont les tops et les flops de cette semaine? Nous avons à nouveau une semaine marquée par un certain nombre de problèmes techniques ou d'éléments techniques comme des rumeurs d'OPA. C'est le cas pour Genfit, qui est une biotech qui devrait subir le sort de toutes les petites ou moyennes biotech avant de devenir grande, de se faire manger par un grand labo. On verra lequel. Ingenico, c'est aussi des rumeurs de rachat via une filiale d'Atos qui ont été démenties. Là encore, on est sur les rumeurs et des bruits de marché qui font monter la valeur de manière tout à fait extraordinaire. Clépierre, sorti du CAC 40 récemment, vit la vie des exilés. Et les exilés dans Next 20, qui est l'indice qui suit immédiatement le CAC 40, c'est généralement une vie qui n'est pas forcément mauvaise sur le plan technique. Il y a
souvent de bons rattrapages. Et en ce qui concerne Klépierre, on a appris simplement qu'on mettait en place un programme de rachat d'actions. Enfin, il y a deux dossiers un peu plus intéressants, un peu plus sexy. C'est Rémy Cointreau, la chinoise de la semaine, laquelle finalement bénéficie ou a bénéficié au moment des fêtes de l'an nouveau, du nouvel an chinois, d'un montant de vente tout à fait exceptionnel. C'est l'année du coq en Chine, ne l'oublions pas. Donc certaines valeurs françaises pourraient être à la fête, dont Rémy Cointreau, lequel a redéployé sa force de vente et est en train d'enregistrer d'excellents résultats. Quant à Casino, là mon cœur balance. Parce que entre la vente un petit peu précipitée des filiales vietnamiennes et thaïlandaises qui étaient extrêmement rentables, le recentrage sur le vieux continent et en particulier sur la France, alors qu'on voit des concurrents comme Auchan ou Carrefour annoncer les résultats en demi-teinte en France ou en zone euro, il reste finalement à Casino, finalement sa dernière carte à tirer, c'est le Brésil. Brésil où il souhaite bénéficier d'un retour en meilleure fortune de l'activité économique, mais aussi où il envisage de s'alléger. Donc un dossier en demi-teinte. Je ne sais pas ce qu'a sélectionné Laurent, peut-être un peu d'alcool. Non, on fait d'abord les flops en fait. Ah pardon, on fait d'abord les flops avec Zodiac et très bien. Et après on va. Des flops. Ouais. Non mais avec. J'ai fait flop. Oui, avec les flops. Ouais. Alors. Concernant les flops, à moins qu'il y ait un jingle de lancement, mais c'est pas grave. Alors, on y va pour les flops. Ouais. 3 sous-catégories, les situations spéciales, le risque politique et les augmentations de capital. Première sous-catégorie, les situations spéciales à travers l'exemple assez emblématique de Zodiac qui devrait convoler en juste noces avec Safran. Mais on a là toute une série d'incertitudes sur Zodiac. Zodiac en 3 ans, c'est 10 profit warning. C'est quand même pas vraiment une valeur d'une extraordinaire fiabilité. Et donc des actionnaires minoritaires de Safran, TCI, qui est un fonds spéculatif activiste, est en train de monter vraiment au créneau pour essayer d'éviter qu'il y ait cette reprise, cette OPA lancée par Safran sur Zodiac. Donc on a de vrais doutes sur la valeur réelle de Zodiac. C'est la même chose sur CGG, on a déjà évoqué ce dossier, sur fond de coupe sombre dans les programmes d'investissement de recherche dans les majors pétrolières. On a une société qui finalement est obligée de renégocier sa dette, est obligée de nommer un administrateur et qui vit des moments extrêmement difficiles. Quant à Renault, eh bien, la visite de l'administration de la répression des fraudes récemment a fait ressurgir le risque du Dieselgate et Renault doit bien entendu fournir les preuves de sa bonne foi. Deuxième sous-catégorie, finalement, les valeurs liées au risque politique à travers les valeurs bancaires qui voient leur cours de bourse monter ou baisser au rythme des sondages politiques et qui parfois pourraient être les victimes collatérales d'une dégradation de l'État français. Et enfin, les augmentations de capital à travers Amundi EDF, lesquelles, pour l'une, est très en forme, c'est Amundi, pour l'autre, l'est un peu moins, c'est EDF, mais qui ont besoin de faire appel à leurs actionnaires pour renforcer leurs fonds propres. Bon, merci beaucoup Gérard. Gérard a déjà annoncé qu'on va regarder Rémy Cointreau avec Laurent ensemble. Effectivement, alors cette semaine, j'ai retenu Rémy Cointreau. Le titre est dans une tendance de moyen terme importante, avec un creux qui a été fait en septembre 2015. Et depuis, le titre s'est apprécié de plus de 80%. Et pour le moment, nous ne voyons pas de signe d'épuisement ou de renversement sur le titre. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est judicieux d'accompagner ce mouvement haussier de moyen terme. Alors, à court terme, vous avez le chart à l'écran. On est allé, je vais zoomer un petit peu, on est allé chercher cette zone de support à 82,46 et puis regardez depuis un peu moins de 2 semaines, on est monté en quasi ligne droite. Le titre est un petit peu suracheté à très court terme. Autrement dit, si maintenant on avait un retour dans cette zone, c'est-à-dire autour de 87,30 €, un pullback serait une opportunité sur repli, donc de rentrer sur Rémy Cointreau et rentrer justement à l'aide d'un produit de bourse, en l'occurrence un Varan Call de code SC12B. Merci beaucoup Laurent pour cette analyse. Donc il s'agit du Varan Call sur Rémy Cointreau SC12B
qui a une échéance de 15 septembre 2017, qui a un levier de 6,8 et un prix d'exercice de 95 €. Et son prix de vente ce matin a été de 25 centimes pour un prix de remis contrôle à 88,835 €. Bon, avec cette Varencol sur remis contrôle, on passe à notre prochaine rubrique, le Focus. Bon Gérard, qu'est-ce qu'il y a dans le Focus cette semaine? Toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va égrener au fur et à mesure des semaines les sondages pour les prochaines élections. La prochaine grande étape à franchir, ce sont les élections présidentielles françaises qui font bouger les spreads, bien sûr entre OAT et Bund 10 ans, les CDS, c'est-à-dire les crédits défaut de swap, qui sont des sortes d'assurances qu'on prend en cas de défaut d'une dette, celle de l'État français à travers les OAT ou celle du secteur bancaire que j'ai déjà évoqué. Maintenant, les surprises peuvent être de bonnes surprises. De la même manière, aux États-Unis, la bonne surprise de la Fed, c'était peut-être d'annoncer qu'elle serait extrêmement souple et extrêmement précise dans ses hausses de taux, ce qui a en quelque sorte fait chuter le dollar, où on s'attendait à beaucoup plus de hausses de taux, une sorte de brutalité dans les hausses de taux réalisées par la Federal Reserve. Ce ne sera certainement pas le cas. On a affaire à des banquiers centraux qui ont une grande expérience et qui ne souhaitent pas trop traumatiser les marchés financiers. Merci beaucoup. Et la suite? La suite, c'est une question sur le marché du pétrole, où on a des forces qui tendent à faire monter le prix du baril. La première force, c'est la volonté de l'OPEP de réduire sa production. La deuxième force, c'est aussi en quelque sorte la force contraire, c'est l'arrivée dans le jeu, ou le retour dans le jeu du pétrole d'origine américaine, et aussi le tout sur fond de croissance économique significative au niveau mondial, sur fond de production légèrement inférieure à la consommation, semble-t-il, si on en croit les statistiques, et enfin avec un énorme stock qu'on a bien du mal à écluser et qui donc fait douter les marchés sur ce que sera l'évolution du baril de pétrole. Mais je pense que Laurent a des idées avec quelques bougies, il pourrait nous éclairer là-dessus. Quoi qu'en matière de pétrole, les bougies. Excellent, merci beaucoup Gérard. C'est exactement ça. Laurent va nous faire analyser le Brent. Alors, cette analyse du Brent, elle résonne fortement avec ce que vient de dire Gérard, c'est-à-dire en fait une incertitude sur l'évolution prochaine, parce qu'on a en fait différents horizons de temps qui s'entrechoquent. À moyen terme, vous voyez une tendance qui est haussière, et puis à court terme, on voit véritablement là un choc avec une accélération baissière extrêmement importante. Donc difficile de savoir d'un point de vue purement technique ce qui peut se passer sur les cours du baril. Moi, je retiens malgré tout une ligne de tendance haussière, vous voyez, que j'ai indiqué avec ces flèches vertes, qui passe à proximité des cours. Je garde également en mémoire une tendance à moyen terme qui est haussière. Et donc, on peut avoir maintenant, après ce choc baissier de ces derniers jours, un rebond. Alors, vous le voyez, la flèche, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux apprécier mon graphique. La flèche, elle se dirige vers cette zone des 55 $, parce que pour le moment, il me semble peu pertinent de viser beaucoup plus. En tout cas, on peut tout à fait avoir un rebond technique des prix du baril de Brent, et c'est ce qui nous semble comme scénario le plus vraisemblable, puisque vous le voyez déjà la semaine dernière, on avait recommandé un produit à l'achat. Les cours n'ont pas beaucoup bougé depuis la semaine dernière, mais on voit bien qu'il y a une pression vendeuse qui s'amenuise, et donc par conséquent, un retour sur 55 $ pourrait tout à fait être plausible. Donc dans ce contexte un petit peu d'incertitude sur les cours du baril, on conserve la même lecture que la semaine dernière, autrement dit un rebond technique et un Varencol qui accompagnera donc ce rebond de code SK10B. Merci beaucoup Laurent. Donc il s'agit d'un Varencol sur le Brent avec le code SK10B qui a un levier de 8,74, qui a une échéance de 26 juillet 2017, qui a un prix d'exercice de 55 US $.
Et son prix de vente ce matin, c'est 2,77 € pour un prix de Brent de 52,77. Bon, avec cette varincole, on passe à notre prochaine rubrique qui s'appelle « À ne pas manquer ». Bon, Gérard, qu'est-ce qu'il n'y a pas à ne manquer D'abord, la surprise de la fin de l'émission, mais elle est en place. Donc, oui. Ça, c'est surprise. On la garde encore. On la garde encore. D'abord, concernant les banques centrales, rien de très particulier, sinon toute une série de discours qu'on écoutera avec attention et qui devraient continuer ou contribuer à piloter les attentes des marchés, discours des banquiers centraux et des statistiques intéressantes, mais sans plus, qui devraient nous donner une idée de l'état de santé économique en zone euro et des anticipations des directeurs d'achat, tant en Allemagne qu'au Japon ou qu'en Angleterre, et donc des éléments qui devraient nous maintenir dans une sorte d'optimisme tempéré. Merci beaucoup Gérard. Donc on avait annoncé au début de cette émission qu'aujourd'hui on a un invité spécial, elle s'appelle Stéphanie Talevis et expert marketing chez BNP Paribas. Et elle est là aujourd'hui parce qu'on a un nouvel site d'internet. Donc qu'est-ce qu'il a changé? Le site, l'adresse, il a resté pareil, non? Bonjour Falco, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter donc, la nouvelle version du site internet. Donc vous pouvez le retrouver sur le lien habituel www.produitsdebourse.bnpparibas.fr. Donc vous retrouverez sur ce site qui apparaît maintenant sur votre écran les fonctionnalités habituelles donc, de recherche produit. Sur la page d'accueil, tous les liens rapides, donc notamment info marché ici, cours en temps réel ici, et également une nouvelle section où vous pourrez retrouver les dernières vidéos disponibles en accès rapide. Tant mieux, ça c'est une très bonne initiative. Et la page d'actualité, c'était ça déjà ou pas, non? Alors effectivement, il y a une nouveauté importante sur le site. Donc c'est une section qui est dédiée à l'actualité des marchés que vous pouvez trouver donc ici sur le site. Excellent. Donc il s'agit effectivement de retrouver en temps réel les dernières analyses de nos partenaires. Donc par exemple le point sur la Bourse de Paris ici, les analyses sur les sous-jacents ici. Mais aussi donc, toutes les informations sur les dernières émissions qu'on vous propose, donc 100% marché évidemment, mais aussi les news du chalet, donc, qui est une nouvelle émission avec Franck Poli que nous vous invitons à découvrir. Excellent. Et la formation, il y a une section spéciale maintenant, non? Exactement. Donc on pense qu'il est important d'avoir une section qui est dédiée à la formation sur les produits de bourse, que vous pouvez trouver justement sur le site, sur l'onglet formation, se former aux produits de bourse. Et donc dans cette section, vous pourrez trouver un panorama des différentes familles des produits avec leurs caractéristiques, mais aussi des onglets dédiés aux produits avec des cycles de formation en vidéo. Excellent. Voilà. Super, donc voilà, on attend vos retours, chers spectateurs et utilisateurs de notre site internet. Donc on est très très fiers d'avoir ce nouveau site et on espère que ça vous plaît et vous utilisez beaucoup ce nouveau site pour vous former et informer sur nos produits. Donc on est presque à la fin, on est à la fin de notre émission d'aujourd'hui et il me reste de vous donner rendez-vous pour cette semaine et aussi la semaine prochaine. Donc il y a à la fois un webinaire comme d'habitude, les revues techniques des marchés avec Laurent Albi et Mathieu Affis ce jeudi le 23 mars à 17 h. Et la semaine prochaine, comme d'habitude, le 100% marché, le 28 mars à midi, voilà, ici sur le plateau. Comme d'habitude. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous. Merci Falco. Voilà, merci Laurent d'avoir été avec nous, qui est déjà parti du plateau. Il est reparti. Voilà. Et merci beaucoup évidemment aussi Stéphanie d'avoir été avec nous Merci, pour la présentation de nouveaux sites. Merci à vous et à bientôt.